Si on a un discours extrêmement inflexible sur la rationalité, de se demander, honnêtement, justement, par acte de rationalité, à quel moment ma propre rationalité devient limitante. Donc à l'intérieur des cartes de la conscience que tu proposes, Jean-François, il y a aussi cette vision qui consiste en 3 phases, la phase pré-rationnelle, rationnelle et transrationnelle. Donc est-ce que tu veux nous faire une introduction un petit peu à ce modèle-là, cette carte-là et son utilité pour toi? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors déjà, je repose cette précision qu'il ne faut pas confondre les cartes et le territoire, que les cartes ont toujours des imprécisions, qu'on peut toujours les perfectionner, voire les remettre complètement en question. Hein. Donc j'apporte cette première précision, ou précaution, je pense qu'on le dira jamais assez. La deuxième aussi, quand on parle des cartes, en particulier des cartes de la conscience, on a tendance à placer les autres, y compris soi, sur cette carte-là. On ne peut pas s'empêcher de se positionner. Ça sert à ça une carte, notamment à voir où on se trouve et on peut aller. Mais avec aussi le danger ou le risque du jugement. Et j'invite encore une fois à faire avoir cette précaution de ne pas l'utiliser dans une idéologie de capacitisme, on va dire, parce que là, on tombe dans des formes de fascisme, en fait, hein, tout simplement, quand on juge les autres sur leur capacité, et donc en y associant, on va dire, des niveaux de considération en fonction de ses capacités. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, oui, je t'en prie. Ouais, ben, j'ai entendu quelque chose qui pourrait aider à la compréhension de ce que tu viens de poser, je crois. C'est le mot ultérieur. C'est-à-dire que on a visité ensemble la spirale dynamique. Le niveau bleu, par exemple, est ultérieur au niveau rouge. Ça en fait pas un meilleur niveau. Simplement, donc le parallèle qui était fait par la personne que j'ai écouté dire ça, c'était le crocodile est antérieur, je sais pas moi, au chamois. Eh bien, ça fait pas du chamois quelqu'un de mieux que le crocodile. C'est juste ultérieur. Le mot, je trouvais qu'il était intéressant à poser. Du coup, les niveaux sont soit antérieurs, soit ultérieurs. Et il y a le système de haut long qu'on a déjà vu ensemble qui régit aussi ce genre de cartes. Je te laisse poursuivre. Oui, merci Mathieu de le rappeler. Cette notion d'ultérieur me convient. Et en ajoutant aussi, en rappelant cette notion, que ça transcende, donc ultérieur, ça va dans un ailleurs, mais ça inclut aussi. Hein. Ça veut dire que les structures passées de notre conscience, donc les structures antérieures, nous les gardons pour toujours. Donc elles existent toujours, elles agissent toujours au fond de nous. Donc il faut les voir comme des cercles concentriques, comme des oignons en quelque sorte, hein, des couches d'oignons. Et le cœur de l'oignon restera toujours là-haut comme des poupées russes. Voilà, faut aussi le préciser. Donc il n'y a pas une sortie de, il y a cette conscience qui grandit, peu importe les cartes qu'on va utiliser, on va voir des territoires de conscience de plus en plus vastes et donc voilà, qui amènent évidemment de plus en plus de possibilités qu'il ne faut pas confondre avec des valeurs. Voilà. Alors, pré-rationnel, rationnel, transrationnel. Pré-rationnel, on pourrait aussi dire irrationnel. Alors, il y a un petit peu une notion de jugement dans irrationnel, donc je préfère le terme de pré-rationnel, ça dit pré quelque chose, ça veut dire qu'il y a la suite qui se prépare. La conscience pré-rationnelle, on l'a dans l'enfance, et bien sûr aussi pour le reste de notre vie, je le répète. Ça veut dire que nous n'avons pas encore intégré la rationalité, ratio, raison, donc nous n'avons pas encore acquis et construit des facultés avancées de raisonnement logique. Et le raisonnement logique, il a quand même pour particularité le fait d'extraire l'être. Ça se trouve en dehors de l'être. La logique, elle fonctionne pour tout le monde de la même façon, indépendamment de nos émotions, indépendamment de notre vécu subjectif. La logique, au contraire, se détache du subjectif, elle se joue dans l'objectif. Ça veut dire dans un extérieur à soi.
Il semble qu'une partie de la réalité, quand on l'observe justement à la troisième personne, dans un extérieur à soi, même si moi je m'observe à l'intérieur de moi, je peux observer mes organes, ma physiologie, je peux observer mes pensées, mais j'en fais des objets d'observation, d'accord? Donc à ce moment-là, j'objectivise, je sépare de moi pour, en objectivant, pouvoir observer, y compris mon observation intérieure, tout comme l'observation du monde. Bon. Dans les stades premiers de l'enfance, on n'a pas encore construit cette faculté-là. Ça veut dire que l'enfant ne sait pas encore séparer bien le soi du non-soi, l'animé de l'inerte. Il va construire des observations de façon tout à fait empirique, qui n'ont pas intégré encore forcément beaucoup de connaissances, qui peuvent parfois s'avérer sensées et logiques. Intéressant de voir aussi comment de la logique peut s'acquérir sans qu'on ait avec des conclusions fausses parce qu'on a des prémices fausses. On peut voir souvent des enfants faire des déductions logiques très drôles lorsqu'ils ont commencé à acquérir de la logique, mais qui ne se fondent pas sur des prémices justes. Je donnerai un exemple après. Mais avant qu'on entre dans cette capacité de raisonnement, on se trouve voilà dans cette phase pré-rationnelle. Alors il y a tout dedans, il y a la créativité, la poésie, on s'encombre pas du principe de réalité, on s'encombre pas que 2 et 2 fassent 4, ou qu'une orange ait la couleur orange. Voilà, on peut avoir justement des oranges bleues, on peut avoir la lune qui nous parle, on peut avoir toutes sortes d'expériences qui n'ont rien de la logique booléenne ou aristotélicienne, hein, d'une chose ne peut pas exister en tant que telle et en tant que non-soi. Le soi et le non-soi ne peuvent pas se superposer. Voilà. Donc, ce qu'on peut aussi appeler la pensée magique, hein, le fait aussi de croire que nos émotions, enfin, on le croit pas, on le vit, on vit une non-séparation de notre psychisme intérieur et du cours du monde. Voilà, il n'y a pas encore eu ce mécanisme de séparation. Ça relève de l'expérience pré-rationnelle. Alors, ça peut nous amener plus tard, puisqu'on garde aussi cette conscience-là toute notre vie. Toute ma vie, je peux croire, je sais pas, au pied de la lettre, à ce que me dit la Bible, par exemple. Hein, si elle me dit, je sais pas, que Moïse a effectivement séparé la mer Rouge en deux, que Dieu a bien fait le monde en 7 jours, etc., que Adam et Ève ont bien existé et que Ève naît bien littéralement de la côte d'Adam, je me trouve dans une conscience pré-rationnelle, je crois à la lettre, tout comme je peux aller écouter, je sais pas, une personne qui va me tirer les cartes et croire à la lettre ce que cette personne va me dire. Voilà, là on a dans ces cas-là une conscience pré-rationnelle et qu'on trouve aussi à grande échelle, parce que là les exemples que j'ai donnés peuvent sembler un petit peu drôles, on peut s'en moquer, tout ça, mais franchement, les croyances qu'on a dans le dogme de l'économie, par exemple, aujourd'hui, dans le fait de ne pas questionner finalement un monde magique dans lequel on vit, combien de gens comprennent comment je sais pas, fonctionne un ordinateur ou une voiture ou les circuits économiques ou tout ça. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et qui fonctionnent de façon magique pour soi, sans les questionner. Donc là, on se trouve justement dans cette pensée pré-rationnelle, dans cette relation, cette conscience en fait pré-rationnelle. Voilà. Alors, si on grandit normalement et si l'école républicaine fait bien son travail. Alors, il y a des écoles qui nous maintiennent dans des consciences pré-rationnelles, par exemple des mythes religieux qu'il faut croire de façon absolument intégriste et orthodoxe. Hein. Il y a beaucoup d'espaces et de sociétés, de collectifs dans le monde qui fonctionnent encore dans des consciences pré-rationnelles. Mais si on essaye d'avancer, d'évoluer par rapport à ça, eh bien, les institutions doivent nous aider à développer une pensée critique et donc rationnelle. Rationnel, ratio, raison. Ce que le siècle des Lumières dans les sociétés occidentales ont évidemment porté au nu, voilà, de dire, mais finalement, on se tape sur la gueule depuis longtemps dans les guerres de religion, et Dieu sait si cela a décimé les sociétés depuis la nuit des temps, mais on peut tous tomber d'accord si nous utilisons notre raison. La gravité s'applique de la même façon pour tout le monde. Le nombre pi, il n'y a pas un nombre pi pour toi et un autre nombre pi pour moi. Et 2 plus 2, ça fera toujours 4. Ou alors on change de système mathématique et puis on va trouver d'autres résultats. On peut passer d'une géométrie euclidienne à une géométrie elliptique ou hyperbolique. Mais à chaque fois,
l'inférence logique finalement restera la même pour tout le monde. Donc là, justement, cette notion de raison, et il y a eu vraiment cette ambition du siècle des Lumières, consistait à dire finalement, séparons l'être de l'objet, opérons cette séparation, retirons l'être avec tout son bazar intérieur, toutes ses projections, toutes ses croyances, et essayons d'observer une réalité extérieure à nous, parce que quand nous l'observons, nous tombons d'accord. La Lune tourne, fait les mêmes cycles pour tout le monde. La gravité fonctionne de la même façon. La constante de Planck également en physique, et ainsi de suite. Donc il y avait voilà cette idée de pousser cette séparation du sujet et de l'objet. Et là, il semble que ça représente une étape nécessaire dans l'évolution, à la fois d'un individu, d'une personne, et à la fois, bien sûr, d'une société, de développer cette faculté de séparation. Alors, jusqu'à aller dans des formes éventuellement pathologiques, qui nous montrent aussi les limites. Hein. À chaque fois, on investit un espace et puis on va aussi un jour rencontrer ses limites. Et donc les limites, on les rencontre, on se heurte de plein fouet dedans dans par exemple, ce matérialisme scientifique qui a posé à partir de Descartes le fait qu'il y a une sorte de monde constitué de petites boules de billard minuscules qu'on appelle les particules et la matière, là, posé là, comme ça, un peu par hasard. Et puis, tiens, à un moment, il y a Dieu qui met de la conscience dans certaines de ces structures, à savoir l'homme et tous les autres, là, un chien, un cochon, tout ça, il s'agit d'automates. Hein. Et ça nous semble un peu ridicule aujourd'hui, mais la pensée cartésienne en tant que telle, ça veut dire la séparation d'une matière inerte, sans intention, sans intelligence, sans conscience, et de la conscience, nous amène aujourd'hui à ce qu'on appelle en bon français the hard problem of consciousness, hein, le problème difficile de la conscience, parce qu'on ne comprend pas si on sépare les choses, si on fonctionne dans une dualité, comment ça peut fonctionner. On va dire le côté extrémiste et pathologique de la rationalité, donc de la conscience rationnelle, voilà, peut amener des gens jusqu'à un déni profond de la subjectivité, de la conscience, et en plus il y a eu historiquement une appropriation patriarcale de la logique, de la rationalité. Donc les hommes, ils ont la rationalité, les femmes, non. Hein, les bonnes femmes, ça sait parler avec des émotions, des sentiments. Oui, effectivement, si on regarde plutôt du côté yin et yang, le yin, le féminin, fonctionne sur le mécanisme de l'empathie, de la reliance à l'autre, du care, du vivant. Donc bien sûr qu'elle s'intéresse plus à cet aspect-là, là où le masculin va s'intéresser plus à la séparation, à la dislocation, à la projection aux vecteurs, aux particules, aux objets, etc. Donc, quand je parle de pathologie, ça a lieu au moment où il y a un déséquilibre, évidemment, entre masculin et féminin, et là, on parle bien d'un déficit du yin ou un déficit du féminin dans une pensée qui devient exclusivement rationnelle. Ça veut dire qu'elle rejette notamment le pré-rationnel. Alors justement, je vais prendre un exemple concret des limites du rationnel. On peut imaginer, sur un champ de bataille, un général qui doit prendre sa décision. Doit-il livrer bataille demain, par exemple? Bon, là je prends un cas un peu masculin, mais à dessein justement. Alors, si notre général a une conscience pré-rationnelle, il peut se dire, allez, je vais tirer ça aux cartes ou au dé, ou bien je vais aller voir ma voyante, ou bien, j'ai du golf, j'ai un match de golf le prochain week-end, donc il faut que je résolve ça avant. Bref, pensée pré-rationnelle. S'il fait bien son travail, il va tout faire dans le rationnel, il va aussi essayer d'observer l'ennemi, de le comprendre, observer le terrain, la météo, l'état des troupes, l'état des armements, enfin tout ce qu'il peut, pour arriver à un certain nombre d'options possibles. Il aura éliminé tout ce qui ne va pas, de par la rationalité, mais il va rester avec un certain nombre d'options possibles. Et là, il faut prendre une décision. Et là, il faut aller au-delà du rationnel, essayer de trouver ce que certains vont appeler l'instinct, l'inspiration, le feeling, les guides intérieurs. Chacun a ses mots pour le dire.
mais ce qui fera la différence se jouera là, dans un au-delà du rationnel, et là on entre dans le transrationnel. Il s'agit de ce moment où on a rencontré les limites de la rationalité et on active cette conscience, cette connaissance. J'aime bien d'ailleurs le fait que même le vocabulaire le plus laïque qui existe nous parle d'inspiration. Hein. Donc, le souffle qui nous vient à l'intérieur depuis l'extérieur, cette expérience que l'on fait de sentir une connaissance qui vient en soi, qui descend en soi, qui souffle en soi. Voilà, à ce moment-là, on fait l'expérience du transrationnel. Mais pour faire l'expérience du transrationnel, il faut bien avoir fait le boulot du pré-rationnel, ça veut dire la créativité, les possibles, etc., qui ne se soucie pas ni de la rationalité ni de la faisabilité, donc qui explore les possibles. Il faut avoir fait ensuite, dans la deuxième couche, ou deuxième poupée russe, le travail de la rationalité, voilà, qui va éliminer les impossibles, les choses absolument absurdes, donc dans un travail de raison. Et puis, au-delà de la raison, parce qu'on rencontre vite les limites, les raisons ne permettent pas nécessairement de décider, on peut aller chercher, développer cette expérience du transrationnel. Et on l'a tous à des degrés divers. Après, une personne va peut-être cultiver cette faculté-là et une autre moins. Mais il y a bien ces moments, pour l'avoir tellement demandé aux uns, aux unes et aux autres, à quel moment vous avez senti une aspiration, quelque chose qui vous semblait juste, une petite voix intérieure qui vous semble vraiment, vraiment certaine de ce qu'elle dit, ben voilà, je crois que tout le monde, à des moments ou à d'autres de l'existence, fait cette expérience-là. Alors nous existons, voilà, en tant qu'êtres qui ont ces trois niveaux-là de conscience, en les ayant plus ou moins développés. Je vois des personnes qui vivent quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup dans une conscience plutôt pré-rationnelle, qui n'ont pas forcément beaucoup développé leur faculté de rationalité. Je vois aussi des gens qui vivent, qui ont beaucoup développé, déployé leur capacité de conscience rationnelle, mais sans forcément en sortir, et qui vont parfois rester bloqués là-dedans. Pour finir sur ce tableau d'ensemble, j'aime bien ce que le philosophe américain Ken Wilber dit, justement, quand il parle de ça, pré-rationnel, rationnel, transrationnel. Il parle de ce qu'on appelle, ce qu'il dit en anglais, the pre-trans fallacy. Ce qu'on pourrait traduire pas très bien traduire en français, mais de la fausseté pré-trans, pré-rationnel, transrationnel. Ça dit la chose suivante. Lorsque un être humain ou une société a évolué dans le rationnel, mais n'a pas encore fait réaliser son évolution dans le transrationnel, elle reste verrouillée dans la conscience rationnelle. Cette étape-là de la conscience ne sait pas faire la différence entre pré-rationnel et transrationnel. Je vais donner un exemple. Imagine que j'aille me faire tirer les cartes, voilà, du tarot par exemple. Donc je vais tirer les cartes du tarot, je vais voir une personne qui fait ce genre de tirage de cartes. Si j'y vais avec une conscience pré-rationnelle, bon, bah, cette personne, je sais pas, m'annonce des futurs, ce qui va m'arriver, etc. Et je crois ça à la lettre. Voilà. Ok. Si j'ai une conscience purement rationnelle, bon, bah, je vais dire à cette personne, écoute, je te trouve bien gentil, mais les statistiques montrent, etc., que, bon, alors, il s'agit d'un tirage aléatoire. Comment un tirage aléatoire pourrait me dire que? Voilà, ok. Si j'y vais avec une conscience transrationnelle, et là, il va se passer autre chose. Je vais voir que chacune des lames que j'ai tirées déjà, moi, je les ai tirées, pas toi, pas quelqu'un d'autre, moi. Qu'il y a une relation de tout dans l'univers, que ces lames-là qui portent des archétypes en elles commencent à agir en moi et commencent à produire un récit et des émotions et un vécu psychique, et que ce vécu psychique, au moment où il se produit en moi, où je le laisse s'activer, change déjà ma destinée. Donc il y a bien un lien à ce moment-là entre le sujet et l'objet. Il n'y a pas une déconnexion, comme la pensée rationnelle m'y invite. Il faut la faire, mais ensuite il faut rapprocher les choses ensemble. Et à ce moment-là, ce tirage de tarot va me raconter quelque chose et va avoir un rôle important de connaissance pour moi-même. Et on peut le dire aussi de la même chose sur un livre sacré. Pré-rationnel, je peux prendre, je sais pas, l'histoire d'Adam et Ève vraiment au pied de la lettre, et ça ne se questionne pas, et surtout ne viens pas me chercher là-dessus parce que tu auras des problèmes.
Ou je peux, dans une conscience transrationnelle, y voir une symbolique archétypale extrêmement riche d'enseignements, de symboles qui peuvent me parler, et donc nourrir mon expérience, mon vécu spirituel du monde, de la réalité et de moi-même. Voilà. Mais la personne vissée dans le rationnel va voir dans les deux cas la personne qui tire les cartes en pré-rationnel ou en transrationnel, ou la personne qui parle de la Bible en pré-rationnel ou transrationnel. Du point de vue de la personne rationnelle, elle ne fait pas la différence. Il s'agit de gens complètement irrationnels qui ont rien pigé à la réalité et qui font un acte parfaitement irraisonné, illogique, irrationnel. Elle ne sait pas faire la différence. D'où ce terme de pre-trans fallacy, que je vois tellement souvent se produire, de gens qui verrouillés dans le rationnel et qui ne voient pas la différence, qui rejettent les deux parce qu'ils ne voient pas la différence. Il faut bien comprendre que chacun de ces espaces, ce premier cercle pré-rationnel, nous nourrit de créativité, de poésie, de possible. Le rationnel va nous permettre d'organiser tout ça et le transrationnel va nous permettre d'aller au-delà des limitations du rationnel. Je finis sur un dernier exemple, peut-être une métaphore que j'aime beaucoup pour illustrer ça. Et après, je te propose d'interagir, de voir comment ça résonne pour toi. Imagine-toi la nuit dans la nature, dans une forêt, et tu as une lampe de poche pour t'éclairer. Cette lampe de poche, elle éclaire ton chemin. Si tu la diriges un petit peu à droite et à gauche, elle va te permettre de voir, tiens, là, il y a un buisson épineux à gauche, faut peut-être pas trop que je marche vers ça. Tiens, là, à droite, il y a un rocher, faut pas que j'aille me cogner. Là, je vais passer un petit peu ici et là. Je suis mon sentier que je peux observer. Ça m'éclaire pas très loin, mais ça me permet d'avancer la nuit. Si j'éteins cette lampe et que je laisse mes yeux, mon regard s'accoutumer à la nuit, eh bien, certainement à moins qu'on ait vraiment une nuit noire, une nuit d'encre, mais à un moment, peut-être qu'il y a un bout de lune quelque part et puis les étoiles, eh bien, ça va me révéler des choses beaucoup plus loin. Alors, flou. Je vois peut-être la crête d'une montagne à droite, peut-être une vallée à gauche. Et ça va peut-être me permettre de penser beaucoup plus loin que l'immédiateté du sentier. Me dire, tiens, je vais peut-être diriger mes pas vers la vallée ou vers la montagne, que sais-je. Mais de commencer à sentir des choses au-delà de ce que la lampe, qui symbolise le rationnel, qui divise, qui découpe, au-delà de ce que cette lampe me permet de voir. Et rien ne m'empêche, dans cette nuit-là, une fois que j'ai accoutumé mes yeux à l'obscurité, de sentir les choses plus loin, certes peut-être plus vagues, moins définies, moins découpées. Rien ne m'empêche de rallumer ma lampe pour recommencer à marcher et à pas, évidemment, faire de faux pas sur ce sentier escarpé. Voilà aussi pour moi une métaphore que j'aime bien pour aussi parler de la différence entre entre rationnel et transrationnel. Et dans ce cas de la lampe de poche, on pourrait dire le pré-rationnel, tiens, j'ai pas de lampe de poche du tout et puis je marche n'importe comment. Je ne regarde même pas, je n'essaye même pas de... Mais je vais peut-être avoir des surprises qui font que je vais peut-être vivre des choses ou découvrir des choses tout à fait inattendues que je n'aurais pas eu si j'avais gardé ma lampe de poche allumée tout le temps. Voilà un peu comment on peut voir les choses. Ok. Alors, comment ça résonne pour toi, tout ça? Déjà, beaucoup de choses. Donc, plein de potentielles pistes pour rebondir. Mais je trouve que c'est une carte qui est intéressante parce que elle permet de situer la rationalité au milieu d'un sandwich. Comme tu l'as illustré, en fait, ce sandwich, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si on a la vision d'ensemble, on voit que la tranche du milieu, c'est le rationnel, mais si on est dans le rationnel, on ne peut voir que le long précédent que l'on inclut et on transcende, à savoir le pré-rationnel. Donc tout ce qui va être transrationnel, on va le prendre pour du pré-rationnel, ce qui paraît logique. On va tout mettre dans le même sac parce qu'on n'a pas cette possibilité. Et dans l'image que tu viens de me donner, de la forêt sombre, avec la lampe de poche possible, je vois alors, je m'amuse à faire cette résonance-là. J'y vois la peur de celui qui veut pas éteindre
sa lampe de poche pour ne pas plonger dans l'expérience telle qu'elle se présente et qui rajoute quelque chose que lui-même a créé pour se rassurer et dire ce que je vois, je le vois vraiment. Et c'est grâce à la technologie, entre guillemets, que je vois ce que je vois et ça, personne ne peut me l'enlever. Donc il y a une sorte de non-abandon à la situation plus vaste. J'entends ça dans cette image-là. Et, euh, et j'y vois la peur, quoi. J'y vois de la peur enfantine, presque, d'une certaine façon. Exactement, Mathieu. Tu as bien fait de le rappeler parce que ça valait aussi pour les autres cartes dont on a parlé. Ça veut dire le cercle de conscience dans lequel tu te trouves ne te permet pas de voir celui d'après. On l'a vu pour la spirale dynamique, hein, et on l'a vu aussi pour les autres cartes de la conscience. Il ne faut pas perdre de vue cette notion-là qu'on ne peut pas voir le cercle d'après. On peut en percevoir des signes, ou voir d'autres gens qui agissent suivant cette autre conscience, mais on ne les comprend pas. Elles peuvent même nous sembler tout à fait hostiles, tellement on ne les comprend pas. Voilà, ça me semble assez intéressant à observer. Et justement, je vois beaucoup euh, à notre époque, pour ne parler que de notre époque, je vois beaucoup, par exemple, dans les milieux un peu New Age, qui caractérise beaucoup ma génération. Voilà, on en sort quand même du New Age depuis quelques années, mais qui a caractérisé beaucoup ma génération, de voir des gens qui ont, par refus aussi du patriarcat, qui se comprend, mais donc qui ont fait aussi un refus de la rationalité. Ça veut dire donc de la puissance du raisonnement logique, et donc qui vont accepter sous une dynamique, on va dire, soi-disant spirituelle, justement, mais qui peuvent accepter des pensées magiques absolument pas vérifiées ou investies avec la conscience rationnelle. Ça reste purement du pré-rationnel, et là on revient encore une fois dans parfois des choses dogmatiques ou des affirmations comme ça non vérifiées, non checkées par aussi l'approche rationnelle, ça veut dire de l'observation empirique, des modèles, de la logique, etc. Et qui pour autant, à des moments, peuvent avoir des intuitions, des fulgurances transrationnelles tout à fait justes. Voilà, donc il peut y avoir comme ça, en tout cas j'ai souvent observé, des personnes qui ont peu investi le rationnel, ça ne les empêche pas de faire parfois des incursions fulgurantes, foudroyantes, éphémères, dans du transrationnel, ce qui peut avoir parfois pour piège de légitimer un petit peu l'expérience pré-rationnelle qu'ils ont. Parce que, hein, rappelons-nous, on l'avait vu dans les autres cartes de la conscience, il faut faire la différence entre un état de conscience qui peut s'avérer passager et un niveau de conscience. Et quand je dis niveau, il n'y a pas de jugement de valeur, encore une fois. Hein. Le niveau de conscience, on a vraiment investi ça, on vit dedans au quotidien, on l'a intégré dans notre psychisme, dans notre conscience, elle fonctionne comme ça, versus un état de conscience par un psychotrope ou par une méditation ou un accident de la vie ou peu importe, je peux aller temporairement visiter un autre espace de conscience. Donc faire un saut du pré-rationnel au transrationnel. En spirale dynamique, faire un saut, je sais pas, du orange au turquoise, si on reprend les codes couleurs, etc. Donc dans des moments de fulgurance, hein, donc d'état passager de conscience, qui nous donnent un aperçu en général assez inoubliable, mais qu'on n'a pas encore investi dans un vécu psychique installé dans l'être. Voilà ce que je peux dire. Bah, j'ai envie de te poser une question qui, tu réponds pas, mais est-ce que c'est ce qui t'est arrivé en prison 2 fois dans, dans tes expériences alors je sais pas comment tu les appelles réellement, mais j'ai l'impression que c'est des aperçus d'éveil un peu. Où on pourrait dire, tu avais appelé ça expérience de mort imminente aussi, si mes souvenirs sont bons. Je sais pas comment tu les appelles vraiment. Est-ce que tu pourrais nous expliquer si c'est ce qui s'est passé aussi pour toi? Est-ce que tu as eu une sorte de saut dans un niveau de conscience que tu as aujourd'hui rejoint depuis? Hmm. Alors, j'invite, bon, la conscience a une quantité infinie de dimensions, mais je vais rester sur deux d'entre elles qui me servent d'outils ontologiques pour en parler,
voilà, pour la cartographier, je vois deux dimensions à la conscience. Je vois une profondeur et une étendue. Toutes les cartes dont j'ai parlé nous parlent plutôt de l'étendue de la conscience. Ça veut dire il y a quoi du monde et du réel que j'arrive à investir et à appréhender par ma conscience. Hein. Je parlais notamment de cette faculté à toujours intégrer un petit peu plus de non-soi. Quand je passe du pré-rationnel au rationnel ou du rationnel au transrationnel, à chaque fois, j'ai investi un petit peu plus de non-moi. Quand je passe d'une conscience ethnocentrée à humanocentrée, ou d'une conscience humanocentrée à animacentrée, et ainsi de suite, ou bien du orange au vert, du vert au jaune, etc. À chaque fois, j'ai étendu, donc là, la notion de surface de la conscience. Mais il y a aussi la notion de profondeur de la conscience. Ça veut dire ce que la conscience va pouvoir investiguer d'elle-même, dans sa propre expérience, et de manière tout à fait directe, évidemment, de la nature ultime du réel. Ce qui fait que on peut, par exemple, voir, et ça, les premiers gros contacts qu'il y a eu entre le monde occidental et le monde oriental, notamment par l'invasion de facto du monde occidental dans le monde oriental, je pense en particulier aux Anglais, en Inde, donc, ou bien la Chine aussi également, enfin en tout cas des pays qui avaient des traditions spirituelles extrêmement élaborées dans la profondeur de la conscience. Ça veut dire qu'ils avaient développé des outils, je pense en particulier bien sûr au bouddhisme, à l'hindouisme, au taoïsme, hein, qui ont développé des outils pour aller dans la profondeur de la conscience. Et on a pu s'étonner de voir des grands guides spirituels racistes ou sexistes ou homophobes, parce qu'ils avaient investi en profondeur la conscience, mais pas forcément dans sa largeur, dans son étendue. Et on peut voir aussi le contraire, ça veut dire des gens qui ont fait un très grand investissement de l'étendue de la conscience. Ça veut dire ce que je comprends des non-moi, de l'univers, des choses du monde, de ce que j'intègre dans ma conscience. Là, il s'agit de l'étendue, mais sans forcément aller dans des expériences forcément ultra profondes de la conscience en tant que telle. Alors, j'en reviens à ta question, parce que je dis ça, parce que ta question sur ce que j'ai vécu en prison, et à d'autres moments, bien sûr, dans mon existence, il y a des moments où ça a touché à l'étendue, et il y a des moments où ça a touché à la profondeur. Et si je me rapporte à celle de la prison, ça touche à la profondeur. Après, l'étendue fera de comment j'intègre cette expérience-là. Comment elle va aussi affecter l'étendue de ma conscience. Ça fonctionne évidemment un petit peu ensemble, comme des effets d'un petit peu d'entonnoir. Voilà ce que je peux répondre. Je ne sais pas si je dis les choses très clairement, ça s'avère un petit peu difficile à expliquer, cette double dimensionnalité que je pose sur la conscience, et qui s'avère de toute façon forcément réductrice. Hein. Le mot conscience en tant que tel, personne n'en a une définition. Comme je le disais, ça fait partie des mots univers pour moi, ça veut dire on ne pourra jamais en donner une définition qui circonscrit ce terme-là. On peut plus parler de manifestation de la conscience, tout comme on n'aura jamais fini de cartographier l'univers, ce qui ne nous empêche pas d'en faire des cartes, mais forcément limitées. Voilà ce que je peux dire. Comment tu accueilles ça? Ben, merci pour ta réponse. On avait déjà évoqué cet aspect profondeur et étendu, mais je pense que c'est d'une autre façon que tu l'apportes là tout de suite, et il me semble que c'est capital en fait comme notion, même si elle est imparfaite et schématique, puisqu'il s'agit justement encore une fois d'une autre carte, d'une possibilité de cartographier en fait ce qui nous arrive, et je vois que pour certaines de tes expériences, il y a eu plus un étirement vers le haut et le bas, et pour d'autres, plus vers dans l'étendue de cette conscience. Est-ce que tu as un peu un historique de comment ça s'est passé? Est-ce que je sais pas, ça s'est fait en combien de fois? Est-ce que c'est toujours en cours? Est-ce que à des moments, tu as quand même ce genre d'expérience qui t'arrive significativement? Euh, du côté expérientiel, en fait, je me demande comment ça a voyagé chez toi.
Écoute, il y a effectivement quelques étapes que je peux mettre en narratif, comme par exemple ces 2 fois où j'ai eu ça en prison, dont je parle dans une de mes conférences TED d'ailleurs, et que je peux repartager sans problème. Mais après, ça reste très difficile parce que il y a aussi tellement de moments, et surtout aujourd'hui dans cette phase de ma vie où je peux assez facilement activer un espace, enfin aller investir un espace de profondeur ou un espace détendu. Bon, il y a la conscience ordinaire hein, qui fait que voilà, faut se lever le matin, se brosser les dents, conduire sa voiture, enfin voilà, donc qui nous amène dans cette ordinarité, mais on peut ensuite organiser sa vie, comme moi en tout cas j'ai essayé de le faire, j'ai la possibilité de le faire, de façon à avoir suffisamment d'espace pour que je puisse euh, permettre à cette conscience de s'investir et dans son horizontalité et dans sa profondeur. Alors, je prétends pas que j'ai atteint les confins de l'horizontalité ou de la profondeur. Il ne s'agit pas de se comparer aux autres. Mais en tout cas, j'ai le loisir, ça je peux le dire sans trop me tromper, j'ai le loisir de pouvoir jouer avec ces espaces, ça veut dire d'aller les investir euh, à loisir comme bon me semble, et pas simplement seul, comme ça, chez moi, pour faire une expérience. Mais d'avoir pu construire et de continuer à le faire, ça reste un travail en permanence à peaufiner, mais de faire que ces facultés de conscience puissent devenir agissantes. Ça veut dire qu'elles existent pas simplement comme un trip intérieur, mais que le moment où il s'agit de prendre une décision, le moment où il s'agit d'interagir avec quelqu'un, comme nous le faisons maintenant, le moment où il y a des choix parfois très difficiles à faire, le moment où il y a la souffrance ou du conflit, et bien que je puisse agir à partir de ces consciences-là, de ces espaces plus vastes de conscience. Voilà. Et avec les limites que j'ai comme tout un chacun. Ça veut dire que je sais très bien, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas éprouvé, mais je sais très bien que il peut y avoir un moment où je peux revenir dans une conscience complètement archaïque, primitive, même si aujourd'hui je ne sais pas dire quand, je me mentirais bien en me disant ça ne pourra plus jamais arriver. Voilà. Euh, il y a, je crois, peut-être aussi quand même des éléments de vérification qu'on peut se donner à chacun, à chacune de trouver les siennes. Mais j'ai vu un peu par l'expérience et par essai et erreur, tu vois, lorsque je donnais notamment des séminaires, des retraites. Bon, mais de voir comment tous, lorsqu'on se trouve assis en cercle sur un petit zafou, son petit coussin de méditation et à siroter une bonne tisane, ça, ça va, on arrive à avoir notamment une sagesse absolument incroyable, à aller visiter des états de conscience absolument incroyables quand on fait je sais pas, quand je donnais des méditations guidées, des choses comme ça. Et nous avons besoin de nous isoler dans ces espaces-là, de sortir du bruit ambiant, des sollicitations extérieures pour aller trouver et construire ces espaces-là. Cependant, ça devient pour moi vraiment intéressant lorsque cela devient opératif. Notamment, si un jour quelqu'un me met un flingue sur la tête, ou si y a la guerre, ou si j'apprends que j'ai une maladie, ou que je vais perdre quelqu'un d'aimé, que j'aime, que là, cette conscience puisse vraiment agir dans ces moments où je me sens sollicité, bousculé, dans les limites de mon espace vital. Hein, vital, ça veut dire vais-je survivre ou pas, ou bien la personne aimée va-t-elle survivre ou pas, ou le monde que je connais va-t-il survivre ou pas. Donc ça vient me solliciter sur des absolus de cette magnitude-là. Et là, je trouve intéressant de savoir si, enfin pour moi, une conscience devient vraiment opérative quand on peut la recruter dans des espaces comme ça, et pas simplement dans une conversation confortable comme nous l'avons toi et moi. Il la faut aussi, Ouais. comme toi et moi là maintenant, mais à quel moment elle devient aussi opérative dans les moments les plus extrêmes. Ça m'intéresse. C'est à ça que t'ont servi les arts martiaux, entre autres? Écoute, je crois pas tant que ça. Tu sais, il y a eu dans toute une phase de ma vie plutôt un fantasme des arts martiaux, mais quand tous les ados, surtout les gamins, qui ont pris tellement de raclés
à la récré que j'ai besoin, en quelque sorte, de me construire, de prendre une revanche et de me construire une sorte d'assurance. Alors oui, les arts martiaux, effectivement, m'ont servi dans certaines phases de ma vie, y compris vraiment pour me défendre. Je peux pas le nier, mais je crois que ça se joue surtout sur le travail intérieur, alors auquel les arts martiaux peuvent contribuer, mais je peux en dire autant de la psychanalyse que j'ai faite, je peux en dire autant de tout le travail intérieur, de déconstruction, de délamination intime que j'ai fait et que je continue de faire, que j'essaie de faire au quotidien. Pour moi, chaque jour, même si je sais pas, je ne bouge pas de chez moi, j'essaie de faire que chaque jour représente une aventure psychique, intellectuelle, émotionnelle, relationnelle. Donc il n'y a pas forcément de narratif très impressionnant derrière tout ça, mais j'essaie, voilà, toujours de faire ce travail créatif, cet ouvrage, en fait, l'œuvre de soi, tu vois, peut-être justement le grand œuvre, tu vois, d'aller trouver ce diamant intérieur, hein, dont beaucoup de traditions spirituelles et symboliques parlent. Alors les arts martiaux, oui, ça en fait partie parce que ça constitue un peu ma colonne vertébrale de l'ensemble de ma vie depuis l'adolescence. Mais il y a tellement d'autres choses, d'autres vécus. Certains racontables au sens d'une histoire qu'on peut raconter, puis alors d'autres, vraiment, il y a rien à dire. Ça se joue dans l'invisible, dans un moment, voilà, tout à fait banal, dans un rêve une nuit, dans une dispute. Avec ma chérie où ça, voilà, ça nous a touché chacun sur nos traumatismes et on va avoir mal pendant longtemps et puis on va essayer de reconstruire le truc et de voir ce qui a pu se passer et ainsi de suite. Et là aussi, il se passe énormément de choses alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire à raconter. Je sais pas comment toi J'entends. tu le vois pour Hum. toi-même justement. Alors pour moi-même, en fait déjà je te dis d'où venait ma question, c'est que Mm, il me semble que dans les arts martiaux que tu as pratiqués, il y a le systéma et je mm, le connais de très très loin cette mm. pratique, mais je sais qu'elle vise à des moments à justement flirter avec cette urgence vitale. Potentiellement, ça consiste à aller chercher cet état-là chez soi et donc potentiellement à pouvoir tester si la conscience à cet endroit-là fonctionne. Si on peut rester souple, coulant, si on peut rester conscient, alors qu'on est en train euh, de potentiellement être en danger mortel d'une certaine façon. C'est d'où ma question en fait. Oui, alors effectivement, merci de préciser cette question. Dans ce sens-là, oui, j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup cet art martial russe parce que pour moi, ils ont abordé les choses, en tout cas sous un angle qui m'intéresse, à savoir que dans une situation de conflit, mais qu'il s'agisse de guerre, d'une agression dans la rue, un accident de voiture, peu importe, des moments où voilà, bah, tout devient complètement dingue, ça va trop vite, ça devient hyper agressif, on a mal, et faut réagir. Eh bien, les principales erreurs que nous allons commettre viennent de notre propre stress, de notre propre affolement. Et notamment de ce cerveau reptilien qui a ses fonctions, mais qui aussi à bien des moments ne nous aide pas du tout, ou aussi le cerveau limbique. Et donc, comprendre les fondamentaux de ces mécanismes pour se déstresser, rester lucide, poser le bon geste. Et le bon geste, ça peut vouloir dire bien se placer au bon endroit. Je sais pas, il y a eu un accident, un accident de voiture, de la circulation. On parle pas de bagarre à la Bruce Lee. Voilà, il y a un accident de circulation. Eh ben, on respire, on reste lucide, on essaie de voir qu'il n'y ait pas de suraccident, de rassurer les personnes, de se poser au bon endroit, etc. Ça participe aussi de ça. Si je fonctionne en stress, je rentre dans un tunnel cognitif, donc aussi dans un tunnel de décision qui peut s'avérer tout à fait inefficace. Et ça vaut dans une situation de tension avec des personnes. Donc, un corps qui reste décontracté, relax, le souffle aussi. Si on reçoit des coups, eh bien, on se raidit pas. On reste souple, on absorbe les choses, on répond pas par de la méchanceté, on répond par un geste technique, etc. Oui, ça fait effectivement une énorme différence. Et pour moi, cet art martial se distingue effectivement des autres. Alors les autres, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'efficacité. Il y en a qui construisent l'efficacité par un tel surentraînement, notamment aller faire des compétitions, aller faire du MMA dans des cages ou des choses comme ça, où là, de toute façon, on fait que ça. Donc, on devient une sorte de machine de guerre à faire ça. Donc oui, on atteint une certaine efficacité, tellement on a conditionné
le corps a une réponse combative et agressive. Et en général, en plus, avec l'erreur, d'avoir tellement codifié ça que ça se fait dans un one-to-one, notamment je pense aux compétitions, hein, même les ultra-violentes, après de boxe ou de MMA ou de choses comme ça, où finalement on se trouve face à quelqu'un qui a le même niveau que soi, en one-to-one. La réalité ne fonctionne absolument pas comme ça. Si on se fait attaquer dans la rue, on se fait attaquer soit par plusieurs personnes, soit parce que la personne qui nous attaque sent qu'elle a l'avantage. Elle a une arme, elle a des gros biscottos et on n'en a pas. Voilà, à juste titre ou pas, elle sent qu'elle a l'avantage. Si elle le sent pas, elle n'attaquera pas. Donc, les réalités fonctionnent de manière assez différente. Et donc, la posture intérieure, du souffle, de rester lucide, relax, effectivement, ça compte beaucoup. Et le systéma a beaucoup travaillé ce genre de choses. Et de façon ludique, ça veut dire que ça sert aussi dans tous les aspects de la vie, justement. Comment je peux marcher dans la rue de façon relax. Moi, j'adore jouer à ça. Comment avoir une foulée qui fait que je marche plus vite que tout le monde dans une foule, simplement, justement, en appliquant aussi l'expérience transrationnelle du ressenti, au-delà de ce que ma perception immédiate me montre, tiens, ça bloque ici, ou etc. On peut jouer comme ça. Comment je peux optimiser mon souffle pendant cette marche? Comment je peux explorer dans une réunion, un meeting qui devient un petit peu tendu avec des gens qui je sais pas, en désaccord? Comment je vais aussi, par ma propre posture, décontractée, avoir une parole beaucoup plus fluide, bienveillante et qui va aussi embrasser le conflit. Et ce qui ne se fera peut-être pas avec des gestes physiques, je sais pas, pour séparer des gens, mais peut se faire aussi avec des gestes du souffle et de la parole. Voilà, donc j'aime beaucoup cette approche-là. Et dans ce sens-là, oui, je peux dire que ça m'a beaucoup servi, dans tous les sens. Ok. Merci pour cette réponse et pour les autres. J'avais plein de choses qui me venaient, Mhm. notamment là, dans ce que tu me dis, le, la conscience transrationnelle, c'est s'ouvrir à la situation plus grande que soi et s'inscrire à l'intérieur de ce plus grand que soi, sans savoir si réellement ça va fonctionner ou jusqu'où ça va fonctionner, mais avec une certaine conscience de... euh, comment dire, de l'imprévu, de l'imprévisible. Ne pas, c'est éviter l'effet tunnel, en fait, j'ai l'impression, d'une certaine façon. Il y a en tout cas, c'est consulter le contexte dans son aspect le plus grand possible, le plus vaste possible. Ce qui me faisait penser tout à l'heure dans ce que tu évoquais, j'embraye là-dessus parce qu'en fait, parfois tu es demandé dans des contextes où tu vas agir avec des groupes, et je crois que c'est assez régulièrement le cas. Je voulais savoir si dans ces moments-là, tu te vivais comme une antenne visant à ce que ce niveau de conscience ou que le niveau de conscience général se branche dessus et augmente par rapport à ses habitudes, ses protocoles, ses tabous, etc. Est-ce que toi, tu te vois comme une antenne visant à faire que les gens vivent un moment où finalement c'est plus large que d'habitude et d'autres choses vont se dire, d'autres échanges vont avoir lieu, et même juste le fait de te poser dans ça, ça change déjà la donne. Ça va comme question? Alors là, justement, ça touche aussi à cette question de quelles pratiques on peut mettre en place dans le quotidien pour opérer à partir de consciences plus vastes. Et j'essaye autant que possible, je ne dis pas que j'y arrive bien ou tout le temps, mais avec d'autres. Donc quand on dit groupe, on peut parler d'un petit groupe de personnes ou avec aussi des grandes organisations, peu importe. Mais au final, on se retrouve toujours avec des petits groupes de personnes, sauf si j'ai, je sais pas, par exemple des conférences ou des interventions avec un public très nombreux. Mais euh, la pratique que j'ai choisie, bah, voilà, on en a parlé. Elle se joue dans les architectures invisibles. Le fait de ne pas utiliser le verbe être, par exemple, a changé et fait évoluer la grammaire et donc aussi la structure des récits qui vont en découler. Et je sais, a un impact. Non pas que je souhaite, on va dire, produire quelque chose chez les gens, ça a un impact de fait, mais comme une œuvre d'art. L'œuvre d'art, elle s'impose pas à toi. Elle agit ou pas sur toi, ça, je peux pas en décider si tu veux à ta place. Euh, Idem aussi sur cette pratique du souffle avant de parler. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, je discutais avec une personne là qui m'appelait pour préparer
un meeting, justement, qui aura lieu concernant un très beau projet qui va se faire dans la région de Lille, qui va impliquer beaucoup d'acteurs et d'actrices, donc beaucoup de gens. Et donc, elle souhaitait que je m'exprime, voilà, que j'amène un certain nombre de choses dans ce meeting, et j'ai répondu non, je vais rester disponible dans ce meeting et je ne parlerai qu'avec la permission. J'ai toujours, depuis longtemps, en tout cas depuis de nombreuses années, j'ai posé ce choix de ne parler qu'avec la permission. Et ça se fait de façon pratico-pratique par le souffle, la respiration avant de parler. Tu penses bien que dans de nombreux groupes, si tu te mets à respirer avant de parler, bah les autres, ils ont pris la parole longtemps avant que tu aies fini ta respiration. Et ce que cela m'a amené comme expérience, parce qu'on pourrait dire, bon, ben alors finalement, on t'invite puis tu parles jamais. Et ça peut arriver, tout à fait. Ou bien dans les repas familiaux ou entre amis, etc. Et donc, si je ne parle pas, ça veut dire que les autres n'ont pas besoin de ma parole. Donc, pourquoi essayerais-je de pousser quelque chose, à moins que j'ai le fantasme ou l'envie que les autres aient quelque chose de moi en eux. Mais si je l'ai pas, j'ai pas besoin de parler. Donc, je respire. Et paradoxalement, en apparence paradoxale, ça m'a donné au cours des années un immense leadership, sans que je l'ai prévu. J'avais pas prévu ça, mais le fait en fait de ne pas parler, en tout cas de ne pas forcer la parole, de ne parler qu'avec la permission des autres, ça veut dire que le moment où je vais m'exprimer, il y aura une véritable écoute. Et que j'aurai eu aussi le temps de réfléchir avant. Parce que souvent, ça se passe tellement souvent dans les groupes, on me demande, et toi Jean-François, t'en penses quoi? Alors je prends ma respiration, et je peux te dire que au bout de 2 secondes, il y en a déjà 2 ou 3 autres qui ont soit répondu à la question qu'ils ont posée, donc ça veut dire qu'il y avait une question rhétorique, et très bien, ils ont la réponse, et voilà, parfait. Ou alors d'autres avaient besoin de parler. Donc, je continuais ma respiration et continuais à réfléchir et à observer le groupe et ce qui se passe et m'observer moi dans mes émotions, etc. Puis le jour ou le moment où quelqu'un dit « mais attendez, vous l'avez pas laissé parler, écoutez-le ». Bon, je prends ma respiration. Et il y a quand même des chances pour que ce que je dise à ce moment-là, ça vienne d'un espace où j'ai eu tellement le temps d'observer, d'écouter ce qui se passait en moi, dans le groupe, etc., que je vais peut-être dire des choses de façon moins automatique, peut-être parfois un petit peu plus sensée ou avec un petit peu plus de recul, simplement par la technique de l'écoute active que j'ai pu me donner. Et donc, j'ai vu que ça avait un impact, effectivement, sur les groupes et que ça m'avait donné beaucoup de leadership. J'aime bien ce terme de leadership parce que autant on peut prendre le pouvoir, mais alors le leadership, on peut pas le prendre. Il y a que les autres qui peuvent nous le donner. Donc, ça dépend complètement des autres. Et effectivement, cette respiration, cette méditation que ça amène, eh bien oui, me transporte obligatoirement dans un espace transrationnel. Ça veut dire qu'il y a bien le temps pour la rationalité et pour le pré-rationnel de vivre pleinement leur aventure. Voilà ce que je peux dire. Merci pour ça, c'est précieux. C'est précieux et j'avais une question qui était là depuis le début et je pense que j'aurais aimé te la poser en premier puisqu'elle a trait au pré-rationnel et au rationnel à la fois. Parce que je me posais cette question, est-ce qu'il est possible d'accéder à la rationalité de façon pré-rationnelle? J'entends la façon dont on va nous transmettre la rationalité à l'école, où on va répéter ce qu'on nous a dit, sans l'avoir compris, sans nous en saisir réellement, je veux dire. Et en prenant pour acquis des choses qu'on n'a pas forcément testées nous-mêmes. Et donc, du coup, avec un certain degré de crédulité, puisqu'on délègue notre... comment dire, on délègue le fait que ce soit rationnel à quelqu'un qui nous dit c'est rationnel et qui a une règle en bois sur son bureau, mais en fait, j'ai l'impression que plus j'avance en âge, plus je me retrouve face à des personnes je me dis attends, mais ça c'est un professionnel, trop bizarre. Il y a des failles énormes, alors que quand on regarde son instituteur et qu'on a 7 ans, on a l'impression qu'il sait tout et qu'il n'y a aucune, voilà, je sais pas. Ben, je crois que merci pour ta question parce qu'elle aide vraiment à préciser aussi un truc. Il y a plusieurs aspects dans la rationalité.
tu peux par exemple faire un raisonnement tout à fait juste et arriver à des conclusions totalement fausses. Je prends un exemple justement, je te parlais au début d'un exemple d'enfant dont j'allais parler plus tard, et voilà le moment. Je me rappelle dans un voyage qu'on faisait avec des amis, et on le faisait à l'étranger, et puis il y avait des gens de différentes nationalités dans ce voyage. On allait au mariage en fait d'un ami en Roumanie, et il y a cette petite fille qui devait avoir 6 ou 7 ans, qui avait entendu parler des tas de langues. Elle n'avait pas tellement l'habitude encore, elle n'avait pas beaucoup voyagé à son âge. Et je me souviens, elle vient vers moi, et elle avait remarqué qu'il y avait certaines personnes qui avaient des appareils dentaires. Et elle me demande, mais en fait, des appareils dentaires qu'ils ont, ça permet de parler d'autres langues. Mmh. On avait tous rigolé, bien sûr, on avait C'est trouvé trop ça mignon. tellement, ouais, super chou, quoi. Et en fait, voilà, elle avait observé, donc elle avait fait une sorte de déduction logique. Elle avait quand même rapproché des observations. Et bon, elle avait une conclusion un petit peu fausse quand même, mais elle avait déjà construit quand même quelque chose elle s'essayait à la logique. Alors là, elle faisait quelque chose d'elle-même. Maintenant, si on prend ta question, par exemple, effectivement, ton instituteur ou tes parents, etc., qui t'enseignent des choses. On peut m'enseigner une logique absolument imparable sur des prémices tout à fait fausses ou biaisées. Moi, si on me dit, si j'ai grandi dans une société, on m'a dit que, je sais pas, les femmes ont moins d'intelligence ou que les personnes de couleur méritent d'aller en esclavage, à partir de ces prémices, je peux faire des déductions tout à fait logiques. Je vais dire, bon, ben, ok, donc il ne faut pas les envoyer à l'école, ou il ne faut pas leur donner des responsabilités, ou il faut écrire telle ou telle loi de façon à respecter ce système. Je vais faire des inférences tout à fait logiques. Et combien on voit justement à la télé, dans les débats télévisés, en particulier sur, bah oui, hein, disons-les, les CNN, les CNews et tout ça, des gens qui s'essayent à des raisonnements logiques, et effectivement leur raisonnement s'avère logique, mais leur prémisse s'avère absolument insupportable. Voilà, sur des prémices racistes ou sexistes ou homophobes, etc. Donc, le rationnel, déjà, ne garantit pas la vérité si on ne le restreint que à la notion d'inférence logique. Il faut s'intéresser à il y a quoi que je vais mettre dans mes prémices, hein, ou dans mes postulats. Et là, le travail de rationalité doit aussi servir dans cette observation. Ça veut dire à partir de quelles croyances j'observe et à partir de quoi je vais donc construire mon raisonnement logique. Voilà. Il y a ces deux aspects, parce que de toute façon, dans la rationalité, nous ne pouvons pas faire autrement que de démarrer à partir de postulats non vérifiables. Même si je postule, allez, tous les humains, je déclare tous les humains libres et égaux en droit, il s'agit d'un postulat, il ne s'agit pas d'une preuve. J'ai choisi ce système de valeurs-là. Il n'y a rien qui me prouve ni l'égalité ni l'inégalité. Ça relève en fait d'un choix. Je crois que nous vivrons dans un monde meilleur si nous postulons un droit d'égalité entre les humains, y compris aussi avec les non-humains, etc. Mais donc, à partir du moment où j'ai posé ces prémices-là, je vais faire effectivement des déductions logiques qui vont, par la rationalité, amener des conséquences. Et ensuite de ça, évidemment, chercher le transrationnel pour aller au-delà des limitations de ce type de raisonnement. On entre aussi dans les questions de création artistique, évidemment. Ça veut dire ok, au-delà des choses assez mécaniques de la rationalité, il y a quoi qui sort de ce terrain-là, qui va au-delà de ce terrain-là. Hmm. Ok. Euh, je reviens à ma question dans le sens où on peut apprendre la rationalité comme on apprendrait je sais pas, à mettre une patte de lapin sur son porte-clés pour pas les perdre, ou etc. De façon pré-rationnelle, de façon uniquement on ouvre la bouche et on boit le truc et on le remet jamais en question. Donc du coup, on est inclus dans un récit qui qui est fait de rationalité, mais qui est habité, qui est ingurgité de façon pré-rationnelle et qui du coup donne des discussions assez bizarres parce que du coup, il va y avoir justement de la rationalité, mais
l'intelligence, elle, est pré-rationnelle avec ce matériel-là. Ça va, je me fais comprendre? Et oui, justement, raison pour laquelle, désolé, j'ai un petit peu dérivé par rapport à ta question originelle, voilà, par exemple Je de t'en prie. l'instituteur ou l'institutrice, etc. Mais je tente effectivement de répondre à ça. Ça veut dire de faire la différence entre les prémices et l'aspect de l'inférence logique de rationalité. Si on t'a dit effectivement, mets une patte de lapin sur ton porte-clés, ou ne passe pas sous les échelles, ou que, je sais pas, les femmes n'ont pas autant de valeur que les hommes, etc., on t'a donné des prémices, tu peux ne jamais les avoir vérifiées, les avoir intériorisées, et à partir de là, tu peux avoir un raisonnement tout à fait logique. Ça veut dire, bah oui, ok, quel type de société on va faire? Ah ben tiens, pour avoir le bon œil sur moi, je vais continuer à utiliser des tas de petits rituels ou de gris-gris ou de choses comme ça. Parce qu'on m'a dit que les femmes valaient moins que les hommes ou avaient moins d'intelligence, eh bien je vais au travail recruter de façon différente, poser des règles du jeu, des règlements intérieurs de façon différente, etc., etc. Confier des responsabilités de manière différente, de manière logique. Donc j'ai appliqué une logique implacable, tout à fait juste. Et on le voit à l'envi Ok. sur les plateaux télé. Et je trouve, j'ai cette sensibilité-là, justement, dans toutes les conversations, d'essayer de comprendre les prémices que nous avons les uns les autres. À partir de quoi nous raisonnons. Parce que nous pouvons appliquer une rationalité en soi irréprochable, mais sur des prémices, par contre, là, qui restent tout à fait discutables, qui n'ont pas fait le travail de corroboration avec le réel. Si je fais un travail de corroboration avec le réel, je vois par exemple que tous les humains, peu importe leur taille, leur couleur de peau, leur genre, etc., ont les mêmes potentiels d'intelligence et de conscience. Je parle bien de potentiel. Après, nous avons des différences. Voilà. Un tel court plus vite que tel autre, un tel va mieux scorer au QI que tel autre, un tel va mieux réussir un travail que tel autre. D'accord, on a des différences, mais nous avons tous les mêmes potentialités. Bon, donc ce travail d'observation, là, effectivement, va changer mes prémices et je ne peux le faire aussi que par la rationalité. Ça veut dire que je dois exclure mes croyances de ce que j'observe. Et on voit combien ça s'avère difficile, parce que quand on voit des travaux, je sais pas, d'anthropologie, par exemple, du 19e siècle, on voit combien il se trouvait empreint de racisme, de préjugés, de visions patriarcales qui expliquaient la réalité de sociétés autres que occidentales ou occidentales, mais totalement pétries de croyances. Il y avait donc une rationalité, enfin des déductions logiques intéressantes, mais même l'observation, la façon de voir la réalité se trouvait pétrie de croyances et donc déformait l'observation de la réalité. Donc on a un travail quasiment infini, parce qu'en fait nous ne voyons pas la réalité, nous l'interprétons. Comme disait Kant, nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est, nous la voyons telle que nous sommes, disait-il. Voilà, ça dit tout. Donc ce travail de rationalité, il se joue non seulement sur les inférences logiques, mais sur notre capacité à observer le réel, donc la question épistémologique, comment accédons-nous à la connaissance et quelles méthodes mettons-nous en place pour nous séparer autant que possible des biais cognitifs, des croyances inconscientes, etc., etc. Et on a trouvé des trucs comme ben voilà, les comités de lecture, les peer reviews, enfin toutes ces choses-là, pour essayer autant que possible de nous en séparer. Et on sait qu'on le fera jamais, on le fera jamais suffisamment. Mais on a besoin effectivement de faire ce genre de choses. Donc je reviens à ton instituteur. Eh bien, à quel moment il t'a donné des prémices qui peuvent te sembler vraiment maintenant limitantes parce que de son époque ou de ses croyances, ou à quel moment t'a-t-il ou t'a-t-elle donné des mauvaises façons aussi de raisonner, parce que là aussi on a des tas de biais. On peut avoir parfois l'impression de bien raisonner, je pourrais te donner un ou deux exemples, alors que là aussi on le fait sur des erreurs, sur des tromperies de l'esprit. On a l'impression d'avoir fait un raisonnement juste et on fait un raisonnement totalement faux. Voilà. Hmm. Merci Ça pour répond, ces... ça nourrit ta question? Ouais. Bien sûr, évidemment, mais toutes les réponses que tu me donnes nourrissent les questions que je me pose, ou celles que je me posais pas encore. Donc je suis toujours content. Euh, oui, ça répond, et tu vois, ce que j'essayais de mettre en,
en potentialité, parce que j'avais jamais réfléchi à ça avant qu'on ait cette discussion, c'était la possibilité d'être en fait à cheval entre deux niveaux de conscience, mais parce que j'avais dans l'idée que la rationalité, pour moi, c'était le top de ce qui avait été prouvé scientifiquement jusqu'à preuve du contraire. Donc je pensais que quelqu'un qui agissait de façon rationnelle n'était pas en train de fonctionner logiquement seulement, mais qu'il était en connaissance de la recherche dans le domaine qui était cité, et donc la pointe de ce domaine-là, les contradictions qui avaient eu lieu jusqu'au moment où, là, on en est là, et donc du coup, je croyais que la rationalité, c'était vraiment accéder à la pointe de la connaissance scientifique actuelle, et donc du coup, je pensais pas que c'était en interne la logique. Bizarrement, j'avais séparé les deux. Voilà pourquoi je te posais cette question de façon un peu obtuse, peut-être, je sais pas. Euh, Oui, en fait, voilà, il y a les deux. Je trouve vraiment intéressant de distinguer les prémices et du raisonnement. Et l'expérience, alors si on parle vraiment de la conscience rationnelle, elle doit prendre en compte les deux. Ça veut dire de voir comment tes prémices collent à une observation empirique du monde. Tout ce que tu peux, empirique, c'est il y a quoi que tu peux observer, voilà. Et si tu peux observer que, je sais pas, tous les humains ont les mêmes potentialités, bon bah tu dois absolument déconstruire tous les discours qui vont les hiérarchiser et leur donner des droits différents. Si tu considères que tous les êtres vivants, enfin qu'il y a une immense partie des êtres vivants qui ont une sentience et donc ils méritent les mêmes droits, tu vas déconstruire le spécisme et tout ce qui anime cet obscurantisme largement répandu aujourd'hui dans les sociétés humaines, et ainsi de suite. Donc voilà, la rationalité s'intéresse à ces deux aspects, prémices et puis inférence logique à partir de ces prémices. ok. Et on peut même aller un petit peu, si ça t'intéresse, cette fois une autre fois, dans les notions un petit peu mathématiques de ça, parce qu'il y a des choses très intéressantes sur la logique, sur la théorie des systèmes, etc. Mais là, on touche à un tout autre sujet. Eh ben, écoute, ça me dirait bien qu'on y aille. Juste avant, j'aimerais faire un petit détour parce que ce qu'on échange aujourd'hui, ça me met, alors, ça me fait penser à quelque chose que je maîtrise assez peu. C'est pas la première fois que je m'exprime sur des trucs que je maîtrise pas, mais j'ai suivi de loin le mouvement, en fait, l'émergence d'un mouvement qui s'appelle les défenseurs de la zététique. Donc les gens qui vont faire de la zététique sur Internet. Et je trouve que c'est intéressant de prendre cet exemple-là, puisque ça court sur plusieurs années, sachant que la zététique, ça va être la façon dont le rationnel va démonter le pré-rationnel, de façon méthodique et assez acharnée, comme si justement il y avait une sorte de vérité touchée. Une fois qu'on a démonté le pré-rationnel, on est forcément dans le vrai, avec cette illusion-là. Du coup, j'ai suivi ça de loin, mais je sais que la communauté des gens qui pratiquaient la zététique, au-delà du fait que ça peut être passionnant, en fait, de comprendre pourquoi tel postulat est faux ou telle croyance est fausse, etc. C'est toujours passionnant d'en apprendre là-dessus. Mais il y a une sorte euh, comment dire, cette communauté de gens qui pratiquaient la zététique s'est mangée elle-même d'une certaine façon, puisque elle a donné lieu à certains burn-out, et ça a fait des chapelles, etc. C'était tellement, ça se voulait tellement pur que c'est devenu des églises, j'ai l'impression, et ça a fait du mal aux humains qui habitaient cette façon de faire au départ avec beaucoup, je pense, de bienveillance ou beaucoup d'intelligence et d'envie de bien faire. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Et donc, du coup, je trouve que c'est intéressant de le mettre là parce que c'est le niveau de la rationalité dans ses limitations. J'ai l'impression que c'est illustré par cette histoire-là. Parce qu'en fait, à cet endroit-là, le pré-rationnel et le transrationnel étaient vraiment confondus pour la plupart du temps. Et donc, du coup, c'était très fermé où le sous-ensemble de la rationalité était clairement l'ensemble auquel il fallait se convertir d'une certaine façon. J'arrête un peu là mon laïus, mais est-ce que tu as suivi ça et qu'est-ce que t'en dis de ça? Écoute, j'ai suivi ça d'assez loin. J'ai beaucoup apprécié de suivre certains travaux des zététiciens et zététiciennes, parce qu'effectivement, ils ont à des moments comme ça très bien déconstruit des trucs tout à fait pré-rationnels. Ils ont fait un bon boulot. Et en même temps, j'ai vite vu
qu'il se trouve exactement dans ce dilemme du pre-trans fallacy, la fausseté pré-trans, ça veut dire de ne pas faire la différence entre pré-rationnel et transrationnel, donc de condamner tout autant l'expérience transrationnelle, et aussi de tomber eux-mêmes dans des systèmes de croyances dont ils n'avaient pas forcément conscience, en tout cas pour ce que j'en ai vu, notamment celui du matérialisme scientifique. Ça fait comme dire, bah écoute, je sais pas, tu vis des émotions dans la musique, mais en fait, il s'agit que de réactions neurochimiques dans ton cerveau. Ok, et alors, and so what? Ça n'empêche pas de. Enfin, tu vois, il y avait toujours une sorte d'explication matérialiste aux choses. Quelque part, alors, et ça nous amène complètement dans cette question si dure justement du hard problem of consciousness, hein, du problème difficile ou insoluble de la conscience. Tant que nous considérons, et là de façon inconsciente, est totalement partisane, donc non prouvée, qu'il y a une matière inerte, inintelligente, inconsciente, et qu'une sorte de souffle divin vient animer dans certains cas, à savoir l'humain, alors peut-être parfois un peu les animaux, ça dépend où on met le curseur, mais ce problème difficile de la conscience, il restera tout à fait insoluble tant qu'il y aura ce postulat parfaitement inconscient, et que je vois aussi chez les zététiciens, justement, d'une matière inerte. Et donc, voilà, la conscience, elle arrive à quel moment? C'est quand même un truc un peu bizarre. Existe-t-elle? Ne s'agit-il pas d'une illusion? Enfin, ça, je trouve ça étonnant, parce que pour qu'il y ait même une illusion, il faut bien qu'il y ait une conscience qui s'illusionne ou qu'on illusionne, tu vois. Donc, sans voir un petit peu les propres contradictions de ce que ce matérialisme scientifique peut apporter. Je pense qu'on arrive vraiment au bout du matérialisme scientifique aujourd'hui. Ça tient plus la route, mais je le vois encore, en tout cas, très manifesté chez certains, pas tous, je connais pas tous les zététiciens évidemment, mais pour celles et ceux que j'ai pu entendre, en tout cas, je les voyais assez facilement enfermés dans ce genre de choses, et sans négliger le travail salutaire aussi qu'ils ont pu faire à certains moments. Je vois Ouais. comment certains ont sapé le travail d'amis scientifiques qui pourtant appliquent la rigueur scientifique, qui amènent des éléments factuels, observables et reproductibles, mais qui ne collent pas avec les cartes actuelles. Et combien, des fois, j'ai vu condamner plutôt les gens plutôt que de questionner effectivement la carte de la réalité. Donc là aussi, j'ai vu des gens qui, voilà, qui finalement fonctionnaient de façon parfois aussi dogmatique que celles et ceux qui le condamnaient. Mais voilà, on a tous nos limites. Et je sais que je fais la même chose, forcément, sans m'en rendre compte. Ouais. Bah, je te rejoins là-dessus. Et je pensais à une chaîne YouTube en particulier. Alors, non pas que je veuille attaquer la personne en elle-même, mais je trouve que c'est une illustration de ce que je voulais aborder. C'est-à-dire que ce qu'on a vu dans la spirale dynamique et qu'on peut peut-être voir entre le niveau rationnel concernant le pré-rationnel, c'est un rejet très fort du fait d'être passé à autre chose. Du coup, on rentre dans la rationalité avec, pour certaines personnes, on développe très rapidement une haine de la tromperie du pré-rationnel. On s'est fait duper et du coup, on n'est pas content. Donc, je pense à cette chaîne qui s'appelle Méta de choc, que j'ai Oui. écouté, j'ai écouté pas mal, hein. Et c'est intéressant. Les témoignages sont intéressants. Mais c'est le point de départ de la démarche de la personne qui a plongé dans du pré-rationnel en faisant du développement personnel justement un peu New Age, comme tu l'évoquais tout à l'heure, qui s'en est mordu les doigts en sortant de transe d'une certaine façon, mais qui pour moi s'est jeté dans une seconde transe, les deux pieds devant, donc refaisant à peu près la même chose, avec la rationalité, en faisant une chaîne qui consiste à vraiment mettre le mot de usurpateur, charlatan sur tout ce qui se présente. Et bien souvent, c'est juste. Et les témoignages des personnes qui sont invitées sont très intéressants. Mais le point de départ de la démarche de cette chaîne, j'ai l'impression que c'est une vengeance. Et c'est là où moi, je suis un petit peu. Me dire, ah, c'est dommage, parce que euh, c'est intéressant. Il y a plein de trucs qui sont intéressants. Et le fond, là d'où ça part, j'ai l'impression que c'est un règlement de compte. Du coup, j'ai du mal à suivre sur la durée parce que ça m'a usé cet aspect-là. Oui, je pensais d'ailleurs effectivement à cette chaîne
voilà, quand je te parlais de tout ça, oui, je me retrouve aussi là-dessus. Alors là, on parle moins des zététiciens ou zététiciennes, mais de cette chaîne, et qui, d'un côté, on peut pas nier effectivement le vrai travail de déconstruction de croyances, mais qui côtoie un matérialisme scientifique. Je vois, par exemple, sur tout ce qui touche à des expériences qu'on pourrait appeler extrasensorielles ou de sortie de corps, ou etc. Donc, des expériences rapportées par des gens, et de dire, ben oui, mais ok, mais on a vu au laboratoire qu'il se passait telle et telle chose dans le cerveau. Ah ouais, bien sûr. De même que quand tu écoutes la musique, il se passe des choses dans ton cerveau. Et le moment où nous nous parlons, nous avons aussi une physique particulière qui s'active dans notre cerveau. Donc il y a toujours un reflet matériel des choses du monde, physico-chimiques, et au niveau des particules élémentaires, et au niveau de l'organisation des organes, etc. Et si on dit, bah ouais, mais donc tout ce que tu vis, je sais pas, ta sensibilité musicale que tu vis là en ce moment, tu vis un trip énorme, ou t'as pris un antéogène et tu vois la réalité autrement, eh bien ça vient purement des réactions chimiques dans ton cerveau. Ouais, ça, d'accord, ça en fait partie, mais cela se limite à ça. Cela invalide-t-il pour autant la réalité de l'expérience que tu vis? Voilà, ce matérialisme scientifique, ben, ça revient à dire, ben, tiens, il y a une télévision et regarde, toute l'intelligence semble sortir de la télévision. D'ailleurs, si on altère les composants de cette télévision, tu vas voir, il y aura plus d'image, il y aura plus de son. Bon, d'accord, mais ouais, ça n'explique en rien, n'enlève en rien les questions de la transcendance. Donc, je veux dire par là que, voilà, il y a des prémices, justement, inconscientes dans ce type de propos, et là, ça me gêne, justement. Que l'on dise, par contre, voilà, j'assume, je pense, je crois que nous vivons dans un univers complètement matériel. Voilà, il y a des petites particules là, balancées comme ça suite à un Big Bang. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais elles se trouvent là tout à fait inconscientes. Et puis, bon, on ne sait pas trop pourquoi il y a de l'émergence. Et on ne sait pas trop pourquoi il y a ce qui semblerait de l'intelligence, voire de la conscience, mais probablement des illusions. Bon, ok, on assume, on a le droit d'avoir cette posture. Mais elle me semble pas moins solide que de dire, ben, je sais pas, il y a peut-être de la conscience aussi à tous les niveaux, tu vois. On ne sait pas, on n'a pas pu le prouver. Je ne sais même pas si on pourra un jour le prouver dans la notion du it de la troisième personne, hein, ça veut dire l'approche purement scientifique, et si ça ne se joue pas justement ailleurs, mais là on entre dans un tout autre sujet. Ouais. Hmm. Bah, personnellement, j'ai la croyance euh, que ça va toujours nous résister, ce dévoilement intégral. J'ai l'impression que c'est fait pour nous, pour qu'on soit satisfait d'avoir découvert des choses et pour nous échapper sans cesse, de manière à poursuivre un mouvement vers une expansion, quelque chose comme ça. Mais c'est une croyance pure et dure, hein. J'ai rien pour étayer mon propos si ce n'est un ressenti et l'intégralité des choses que j'ai consultées et qui m'ont parlé. Oui, bah, ça me semble assez. Je te rejoins là-dessus. Je crois que l'œil n'arrive pas à se voir lui-même, hein. Donc, bien sûr, ouais, ouais, je te rejoins là-dessus. Mm. Est-ce que du coup tu voudrais aller faire un petit crochet du côté des mathématiques euh, dans ce que tu évoquais plus tôt? Écoute, s'il y a bien un sujet, oui, qui me semble intéressant de connaître en mathématiques et sans rentrer dans les équations complexes et tout ça, as-tu entendu parler justement du théorème, enfin des théorèmes d'incomplétude et d'inconsistance de Gödel? Eh ben non, il n'y a que toi qui m'en ai parlé à la fin d'une interview en ouvrant là-dessus en disant ah, 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 on se reverra. Nous y Ah, voilà. voilà. Alors écoute, dans les années 30, à l'époque où justement on a eu toute la percée de la physique quantique, et donc qui change complètement notre rapport au monde, y compris la puissance qu'on a, qui nous amène donc vers la compréhension des particules élémentaires et de ce qu'on en a fait depuis. Il y a eu aussi une révolution absolument incroyable en mathématiques et qui a, je dirais, balayé 2000 ans de mathématiques, puisque on avait l'illusion depuis longtemps que l'on pourrait peut-être un jour arriver à un système mathématique, une compréhension mathématique finie et ultime de l'univers.
qu'il suffisait en fait d'en découvrir des lois, et qu'on n'avait pas fini le boulot, qu'il y en avait encore, mais qu'il y aurait pour toujours une sorte de consistance dans les systèmes mathématiques. Et ce que Kurt Gödel a fait, il a balayé en fait cette chose-là, il a prouvé, donc par des théorèmes. Un théorème, ça veut dire qu'on a pu démontrer quelque chose. Je précise, pardon, avant d'aller un petit peu plus loin, qu'en mathématiques, il y a deux choses, il y a ce qu'on appelle des axiomes et des théorèmes. Un axiome, il s'agit justement d'un postulat de base qu'on pose comme ça. Par exemple, dans la géométrie euclidienne, tu dis, ben voilà, par deux points, il passe une droite et une seule. Voilà, tu l'écris comme ça, tu poses ça comme postulat, comme axiome. Ou tu définis deux droites parallèles si elles n'ont aucun point en commun. Voilà, deuxième axiome, tu vois, de la théorie de la géométrie euclidienne. Maintenant, si tu veux faire de la géométrie parabolique ou hyperbolique, bah, tu vas dire, bah non, finalement, deux droites se définissent qu'en parallèle si elles ont un point d'intersection ou deux points d'intersection. Bon. Tu as des tas de façons, si tu veux, de poser ça. Et après, en fonction de ces axiomes ou de ces postulats, tu vas pouvoir déduire des théorèmes. Donc ça se trouve dans le formalisme mathématique, la différence entre axiome et théorème. Le théorème se démontre à partir des axiomes. Ce qu'a démontré Kurt Gödel, il dit dans un système fermé et formel, justement, prenons la géométrie euclidienne, peu importe tout autre système, il y aura toujours un moment d'indécidabilité. Ça veut dire que tu suis un raisonnement logique, tu vas prendre un chemin A, et il va t'amener à un endroit où tu dois décider d'une proposition, mais aucun théorème ne pourra t'y amener. Tu dois décider. Je choisis A ou je choisis B. Je vais devoir ajouter un nouvel axiome à mon système, donc passer dans un système plus vaste. Ce système plus vaste contiendra le système ancien. Donc ça touche à la notion d'incomplétude. Aucun système formel, j'entends, s'avère complet en lui-même. Il va toujours à un moment falloir ajouter des nouveaux axiomes. Bon. Sur l'incomplétude, ça nous dit la chose suivante. Il y a un moment, je peux suivre un fil de raisonnement qui va m'amener à une conclusion A. Je suis aussi un autre fil de raisonnement de façon tout à fait logique qui m'amène à une conclusion B, mais A et B s'avèrent le contraire l'une de l'autre. Inconsistance. J'ai utilisé l'inférence logique, donc à partir des mêmes axiomes, mais à un moment, ça m'amène à des propositions contraires l'une à l'autre. Inconsistance du système. Et il faut là encore que je crée un système plus vaste pour arriver à réconcilier cette consistance. Alors, ça peut sembler très théorique comme ça, la façon dont je le dis, mais ça a des implications pratiques. Parce que par exemple, tu peux poser des axiomes dans un système de loi, liberté, égalité, fraternité. Tu peux créer une constitution. Nous définissons, voilà, tous les humains libres, égaux en droit, etc., etc. Liberté d'expression, le droit à la sécurité de la personne, etc. Bon, tu écris une constitution. Tu poses des axiomes. Ah, ça se prouve pas, ça se décide, d'accord? Et tu vas faire ensuite des tas d'inférences logiques. Bah, dire, ok, si nous décidons l'égalité de tout le monde, ça veut dire aussi l'égalité à décider, l'égalité à l'éducation, etc. Donc tu vas avoir par inférence logique des conséquences très pratiques, et tu vas aussi écrire donc des lois. Tu vas écrire un code de procédure, un code pénal, un code civil, un code des affaires, en fonction de ces axiomes. Et d'ailleurs, ce qui fait que des fois, nous vérifions la constitutionnalité de certaines lois, de certaines décisions, à savoir si elles se trouvent bien en accord avec justement les axiomes ou les postulats de départ. Mais on se rend bien compte que lorsqu'on légifère, eh bien, il y a des choses qui coulent de source. Effectivement, on va les préciser dans des sortes de théorèmes juridiques. Si nous décidons de l'égalité ou de la sûreté de la personne, voilà ce que telle ou telle loi que nous allons poser sur, je sais pas, le droit de la propriété, le droit à l'éducation, le droit à la santé, etc. Voilà des inférences logiques. Et puis il y a des moments où ça va s'avérer tout à fait, incomplet. Il va falloir rajouter des nouvelles choses. Par exemple, on va amender la Constitution. Des choses qu'on n'avait pas dites au départ, mais il va falloir vraiment mettre dans la Constitution, dans les axiomes, quelque chose de nouveau. Ou alors, tu peux avoir des moments d'inconsistance, donc de contradiction. Exemple, en éthique, tu peux dire d'un côté le droit sacré de la personne,
Voilà. Donc, on n'a pas le droit de pratiquer sur moi des expériences contre ma volonté, par exemple. D'accord? Mais tu peux aussi dire, bah, le droit sacré des peuples. Et que répondre à ce moment-là si, bah tiens, si en fait on me sacrifiait pour faire une expérience scientifique, je sais pas, de médecine, mais ça permettrait d'aller soigner des millions de personnes. Tu réponds quoi à ça? Tu vois? Mais on trouve aussi ça dans les questions sur l'avortement. Là, on doit rajouter, là on se trouve sur l'incomplétude, puisque bah, à quel moment tu définis la vie? Au moment de la procréation? Avant? Pourquoi pas? Au moment où le bébé sort du ventre de la mère? Ou alors à 6 mois? Bon, bah, à quel moment tu définis une majorité? Tu vois, donc tu dois rajouter des décisions comme ça qui relèvent purement de l'axiome, ou à des moments tu dois prendre des décisions parce que tu as deux choses tout à fait logiques mais qui deviennent contraires l'une à l'autre. Tu prends le droit à la vie, d'accord? Ben, à quel moment une personne a le droit à la vie plus qu'une autre? Bah ouais, bah, il va bien falloir décider hein, entre une proposition et une autre. Tu as cette même question qui se pose pour l'intelligence artificielle. On le voyait pour les questions de véhicules pilotés Autonome. par de l'IA, les véhicules Mm. autonomes. Bon, voilà, il y a un accident. La voiture doit choisir entre sacrifier ses passagers, voilà, elle se prend le pylône, ou renverser deux personnes qui se trouvent ou la personne qui se trouve dans la rue. Elle choisit qui? Que doit choisir l'IA? Alors tu as des cultures qui vont dire, bah tiens, il vaut mieux préserver les anciens parce qu'ils ont plus de valeur pour la société, ils ont plus de connaissances, etc. Plutôt des cultures justement asiatiques. Dans les cultures plutôt occidentales, on dira non, non, il faut préserver les jeunes. La personne dans la voiture, elle a suffisamment vécu, elle a fait son temps, et là, le petit gamin dans la rue, non, non, au contraire, tout le potentiel, etc. Bon, ben, t'as rien qui prouve. Mm. Tu dois, à un moment, ajouter une proposition, donc un axiome, dans ton système juridique, parce que tu ne peux pas le déduire des autres lois. Alors pourquoi ça a un rapport avec la question aussi du rationnel, pré-rationnel, rationnel, transrationnel? Je pense que tu vois venir. Ben, à quel Oui. moment on va décider, eh oui, de rajouter un nouvel axiome en fonction de quoi? Puisqu'il n'y a rien dans la logique, dans l'inférence logique, qui nous permet. Soit parce que tu as deux propositions contradictoires, donc l'inconsistance, ou soit parce que tu arrives à une proposition non décidable, l'incomplétude. Et donc, il faut créer un système plus vaste. Voilà, je trouve ça pas inintéressant de regarder le monde avec aussi ces yeux-là, tu vois, du théorème d'incomplétude et d'inconsistance de Gödel, alors qui s'applique dans la réalité à des systèmes mathématiques très formels, un système de loi, un côté moins formel, mais malgré tout, on retrouve ces mécanismes-là, et donc de se questionner toujours sur quel axiomatique ou quel postulat les gens parlent, quand nous parlons, ils parlent d'où, ils peuvent avoir un raisonnement tout à fait logique et faire des théorèmes parfaitement valables, mais sur des prémices dont ils n'ont pas conscience et qu'il faut clarifier. Et puis surtout, à quel moment, même quand tu as ces prémices ou ces axiomes clarifiés, à quel moment tu arriveras forcément à de l'indécidabilité ou de l'inconsistance. Voilà, je trouve ça assez intéressant à explorer. Et donc l'explorer sous l'expérience de conscience du transrationnel, ce qui me semble plutôt intéressant. Voilà, Mm. tu penses quoi de tout ça? Ben, je connaissais pas, je trouve ça passionnant. Hmm. J'ai une résonance amusée qui fait que ce théorème qui dit que donc de l'incomplétude s'estime comme étant complet, de la même manière que tout est relatif est une phrase absolue. Et donc c'est là où on voit les coups de sabre laser un peu consistants, c'est quand ils comprennent en eux-mêmes une bonne dose de contradiction et qu'en fait il n'y a plus qu'à se retrouver tout nu et à dire bon, il faut faire avec ce qui est là. Je le ressens un peu comme ça. Mais je trouve ça intéressant parce que oui, effectivement, le lien avec la transrationalité est vraiment évident du fait de on, on peut pas, on aura beau baliser tout ce qu'on veut avec de la rationalité, il y a toujours quelque chose qui va. L'exemple de l'IA qui conduit la voiture est vraiment un très bon exemple. Il y a toujours quelque chose qui va relever de l'arbitraire, qui va relever de. Et cet arbitraire, est-ce qu'il va être piloté par des croyances, des automatismes ou de la présence à soi? Il doit y avoir plein d'autres possibilités, mais c'est vraiment ça aussi qui est passionnant. C'est dans ces moments
clés, charnières, ces moments où en fait on ne peut pas se baser sur quelque chose d'automatique et de régulé et de soi-disant fiable, bah là ça marche pas. Quelles ressources on a à ce moment-là? Où est-ce qu'on va les puiser? Et qu'est-ce que ça Ouais. dit de nous? Mhm. Exactement. Est-ce que tu aurais un mot de conclusion pour ce chapitre pré-rationnel, rationnel, transrationnel? Oh, je crois que on a fait un joli petit tour. Voilà, peut-être inviter, oui, chacun et chacune à peut-être à deux choses. Se dire déjà que on commence à faire du bon boulot dans le transrationnel à partir du moment où on a fait vraiment le job dans le rationnel. Je vois peut-être parfois trop souvent justement du transrationnel limité ou du mauvais transrationnel chez certaines personnes parce qu'elles ne font pas assez ce travail aussi du rationnel. Et puis aussi, à contrario, voilà, de voir aussi, de s'examiner soi-même si on se sent, si on a un discours extrêmement inflexible sur la rationalité, de se demander, honnêtement, justement, par acte de rationalité, à quel moment ma propre rationalité devient limitante. Dans quelle situation de vie je vois que, ok, j'ai appliqué tout ce que je pouvais dans la rationalité, et ça ne me donne pas pour autant une réponse. Il va bien falloir que je choisisse quelque chose, que je prenne une décision, dans des choses très pratiques de la vie. Tu vois, on peut par exemple, on le voit dans beaucoup de débats, voire de bagarres, hein, sur la question, je sais pas, de l'énergie, faut-il du nucléaire ou pas? Bah là, il y a quand même un truc assez binaire. Bon, après, on peut le faire plus ou moins, il y a des nuances, mais enfin, on y va ou on n'y va pas? Bon, si je simplifie le truc sur deux voies, il y en a peut-être trois ou quatre, mais quand même, il y a nucléaire ou pas nucléaire, grosso modo. Bon, eh bien, il y a des deux côtés des opinions des gens qui font un travail rationnel absolument incontestable. Euh, Quelles prémices sont-ils pris? Ah ben voilà, on peut se poser la question. Qu'ont-ils mis en avant et laissé de côté dans les prémices? Alors par exemple, typiquement, tu as des gens qui vont aborder des choses tout à fait rationnelles sur la sécurité. De dire, bah ok, on n'a rien contre l'énergie nucléaire, mais il s'agit d'un truc tellement dangereux qu'un jour ou l'autre, on en perdra tous les bénéfices. On aura gagné tant d'énergie, ok, mais un jour, de toute façon, ça va nous coûter encore plus cher en coût humain environnemental. On ne sait pas quand, mais ça le fera. Voilà, en tout cas, en l'état de ce qu'on voit. Bon, ils ont un raisonnement tout à fait rationnel. Et puis, tu as des gens en face qui disent, ouais, mais ok, alors si on fait rien, regardons ce que fait le charbon et tout ça. Déjà, son extraction tue 1000 fois plus de personnes que les accidents qu'il y a dans les centrales nucléaires, dans toute la filière nucléaire. Et d'autre part, les conséquences sur les humains, l'environnement, le vivant s'avéreront encore pires que toute explosion, etc. Bon, mais ils sont pas tort non plus. Donc là, on voit justement les combats de perspective et chacune fonctionne sur de la rationalité. Donc à quel moment ben, il va bien falloir décider. Et là, ça rejoint ce dont on parlait hein, sur la question aussi du imperspectiviste, perspectiviste et aperspectivisme. Comment aussi donc appliquer la transrationalité justement dans l'espace de conscience de l'aperspectivisme. Ça va ensemble ces choses-là. Voilà. J'ai pas la réponse. Je veux dire, disons que ça peut devenir une pratique individuelle. Ça, oui, on peut s'y entraîner et voir comment ça opère. Mais de là à ce que cela devienne une pratique sociétale, on se trouve loin d'avoir les institutions, les langages, les structures cognitives socialisées, j'entends, pour pouvoir l'appliquer. J'espère qu'on les aura un jour. Bah, moi aussi, c'est tout le mal que je nous souhaite. Donc, je te laisse dans les mains de Gaëtan qui a suivi tout notre échange et qui va passer un petit moment avec toi, ça te va? Ça me va très bien. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup.